Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Science Fonction pour cette nouvelle vidéo de la playlist dénombrement et probabilité. Dans cette vidéo, on va attaquer la première partie sur la théorie des probabilités. Donc on va traiter de quelques propriétés les plus importantes du calcul des probabilités. Nous allons voir les notations. Nous allons également voir un peu de théorie sur les ensembles, un peu de définition, un peu peut-être de démonstration si j'en juge nécessaire pour certaines définitions. Et nous terminerons donc par les propriétés les plus importantes du calcul de probabilité. Commençons tout de suite cette vidéo par commencer avec quelques propriétés qui seront des propriétés de base pour le calcul de probabilité. Alors si maintenant nous faisons une expérience et que cette expérience consiste en un lancer de dés, donc on lance un dé et on note le résultat possible de notre lancer. On dit que pour toute expérience probabiliste, oméga, donc qui est représenté par ce symbole-ci, est défini comme tous les résultats possibles de notre expérience. Donc si j'en reviens à un lancer de dés, imaginons nous lançons un dé et l'on note le résultat que l'on obtient. On est d'accord que tous les résultats possibles de cette expérience sont simplement tous les résultats possibles que peut prendre ce lancer de dés. En l'occurrence, un dé a 6 faces et il peut prendre 6 valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc oméga consiste simplement à tous les nombres de 1 à 6. Si maintenant nous voulons établir la probabilité d'oméga, donc cette notation-ci, P de oméga, désigne la probabilité qu'une épreuve contenue dans oméga se produise. Alors il est évident que c'est toujours le cas. Pourquoi? Eh bien imaginez si, encore une fois, nous lançons un dé et que on se demande la probabilité qu'une des épreuves, donc un des résultats possibles de ce lancer de dé arrive, eh bien ce sera toujours le cas. Peu importe combien de fois vous lancez un dé, vous obtiendrez toujours un résultat entre 1 et 6. Donc le résultat de notre lancer de dé sera toujours dans oméga. Et donc la probabilité que oméga se produise est toujours de 1. Et nous notons P de oméga est égal à 1. Alors attention, j'attire votre attention sur une chose. La probabilité d'un événement est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Il peut être égal à 0, il peut être égal à 1. En l'occurrence, P de oméga est toujours égal à 1 comme nous l'avons vu. Mais une probabilité ne peut jamais être supérieure à 1 ou ne peut jamais être négative. C'est toujours un nombre compris entre 0 et 1. 0 étant la probabilité la plus petite et 1 étant la probabilité maximale. Ok? Maintenant, nous allons attaquer un peu de théorie sur les ensembles. Alors prenons A et B des ensembles quelconques. La notation A intersection B désigne tout élément qui appartient à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B, donc tout élément qui appartient aux deux ensembles. Ici, je vous ai représenté un petit diagramme de veine. Alors si nous prenons deux ensembles A et B avec une intersection qui est non vide, vous voyez bien qu'ici, nous avons à la fois les éléments qui sont dans A et à la fois les éléments qui sont dans B. Nous avons donc l'intersection A inter B. Par ailleurs, si je prends une autre extrême, que je prends deux éléments qui n'ont aucune intersection, vous voyez que ces deux éléments, que ces deux ensembles ne se touchent pas. Et donc l'intersection de ces deux ensembles est notée l'ensemble vide. Nous pouvons continuer un peu plus loin la réflexion sur les ensembles. Alors, une autre notation importante, A union B, donc qui se note comme ceci, désigne tout élément qui appartient soit à l'ensemble A, soit à l'ensemble B. Alors, comment est-ce que nous pourrions faire un exemple vis-à-vis de ça? Imaginez que je vous donne l'ensemble A qui est égal peut-être à 1, 2. On va rester avec des exemples très simples. Et l'ensemble B qui est égal à 3, 4. Alors l'ensemble A union B est simplement 1, 2, 3, 4. Donc ce sont simplement les ensembles, les éléments qui appartiennent soit à l'ensemble A, soit à l'ensemble B. En l'occurrence ici dans l'ensemble A, j'ai l'élément 1 et l'élément 2. Dans l'ensemble B, j'ai l'élément 3 et l'élément 4. Et donc si je fais l'union de ces deux ensembles, j'obtiens bien l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3 et l'élément 4
dans notre ensemble A union B. Alors une autre chose importante aussi à savoir, c'est le cardinal d'un ensemble. Alors le cardinal, par exemple, d'un ensemble A est noté comme ceci. Alors qu'est-ce que le cardinal d'un ensemble? C'est simplement le nombre d'éléments que contient cet ensemble. Par exemple, si je prends quelque chose encore une fois de très simple, prenons un ensemble A qui contient donc l'élément 1, l'élément 2 et l'élément 3. Le cardinal de cet ensemble, A, est tout simplement égal à 3, car nous voyons qu'à l'intérieur de cet ensemble, nous avons, si vous voulez, 3 objets. Nous avons 3 éléments. Autre chose aussi d'important à savoir, on dit que deux ensembles A et B sont disjoints si aucun élément de A n'appartient à B, c'est-à-dire si leur intersection est vide. En l'occurrence, si je reviens à l'exemple précédent, nous voyons ici que notre ensemble A et notre ensemble B ne sont pas disjoints, car ils ont une intersection qui est ici, l'intersection A inter B. Par contre, l'exemple qui est juste à côté, nous pouvons dire que A et B sont disjoints, car ils ont une intersection qui est l'ensemble vide. Il n'y a aucun élément commun à ces deux ensembles. Alors maintenant, si nous voulons un peu plus pousser la théorie sur les ensembles, quelque chose de très important à savoir manipuler est l'union de deux ensembles. Alors, ça existe sur un principe qu'on appelle le principe d'inclusion-exclusion. Je ferai une vidéo donc exclusivement réservée à ce principe pour en faire la preuve et en donner une notation un peu plus générale. Mais qu'est-ce que je peux vous dire déjà dès à présent? Si je prends deux ensembles A et B, et que je prends donc ces ensembles A et B comme disjoints l'un envers l'autre, l'union de ces deux ensembles est tout simplement l'ensemble A, le cardinal de l'ensemble A, plus le cardinal de l'ensemble B. Alors, c'était compréhensible ici. Ici, nous voyons bien que A et B sont disjoints. On a bien A qui vaut 2, son cardinal vaut 2, et on a bien le cardinal de B qui vaut 2. Donc, il est naturel que le cardinal de A union B vale 4. On a bien 4 éléments dans A union B. Mais il faut savoir que cette formule et cette propriété n'est vraie si et seulement si nos deux ensembles sont disjoints. Nous allons voir donc par la suite que quand nos deux ensembles ne sont pas disjoints, c'est-à-dire s'ils ont une intersection commune, cela va poser un problème. On ne pourra pas simplement additionner leur cardinal pour en avoir l'union. Ici, encore une fois, notre exemple, c'était très simple. A et B sont disjoints. A contient 1 et 2, B contient 3 et 4. Et donc, quand j'en fais l'union, A union B contient simplement 1, 2, 3 et 4. Il contient les 4 éléments au total, vu que 2 éléments par ensemble, je les mets tous ensemble, on a bien 4. Mais maintenant, nous allons voir donc la différence si A et B ne sont pas disjoints. Comment est-ce que nous pourrions justement calculer l'union de ces deux ensembles? Alors si A et B sont non disjoints, qu'est-ce que nous dit, si vous voulez, le principe de l'inclusion-exclusion? Je l'appelle comme ça, mais nous le verrons plus tard dans les prochaines vidéos. Mais qu'est-ce que nous dit simplement la théorie sur les ensembles? Donc soit A et B, deux ensembles non disjoints, alors l'union de A et de B, et encore une fois le cardinal de A plus le cardinal de B, moins le cardinal de A inter B. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est assez simple. Reprenons une fois notre exemple avec A qui est égal à l'ensemble 1, 2, 3, et pourquoi pas B qui vaut 2, 4. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici qu'un élément est commun aux deux, donc l'élément 2 est à la fois dans A et à la fois dans B, et donc maintenant, si je veux faire l'union de ces deux ensembles, à savoir A union B, on est d'accord que cette fois-ci, si on applique naïvement ce que nous avons vu tout à l'heure, vous allez me dire que le cardinal de A union B est simplement égal au cardinal de A plus le cardinal de B. Donc si on applique naïvement la formule que nous avons vue là tout à l'heure pour deux ensembles disjoints, nous aurions donc A union B qui a comme cardinal 5. Si nous avons 3 éléments ici et 2 éléments ici, si simplement on somme ces deux cardinaux, nous avons donc un cardinal de 5 pour l'union. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que A union B est un ensemble qui nous donne quoi? Eh bien, si on regarde à l'intérieur de cet ensemble, on aura bien 1, on aura bien 2, on aura bien 3, on aura bien 4. En l'occurrence, vous voyez que 2 n'est repris qu'une fois dans l'union. Je ne l'ai pas noté ainsi.
Donc ce n'est pas égal à 1, 2, 2, 3, 4. Ce n'est pas du tout égal à ça. On voit bien que on ne le reprend l'élément qu'une fois dans l'ensemble final. Et donc, si nous voulons avoir, si nous voulons avoir un cardinal qui est juste, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donc prendre les éléments qui appartiennent à A, plus les éléments qui appartiennent à B, mais nous retirons les éléments que nous avons comptés 2 fois. Donc on est bien d'accord que quand je prends A, je compte une fois ceci. Quand je prends B, je recompte une deuxième fois les éléments qui sont dans l'intersection. On est d'accord qu'il ne faut les compter qu'une seule fois. On ne va pas les compter 2 fois. Et donc pour éviter de les compter 2 fois et les compter donc seulement une fois, je retire leur intersection. En comptant A une fois, B une fois, j'aurai compté l'intersection 2 fois, et donc je la retire pour ne l'avoir compté qu'une fois et être bien en accord avec le principe de l'inclusion-exclusion. Et si nous procédons à ça, nous retrouvons bien le bon cardinal. Donc on voit que le cardinal de A union B est égal à 4. Et si on applique donc la formule, on verra que A union B, donc le cardinal est égal à quoi? Il est égal au cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de l'intersection de ces deux ensembles. Le cardinal de A est égal à 3. Le cardinal de B est égal à 2. Et dans l'intersection de ces deux ensembles, on n'a bien qu'un élément. Il n'y a qu'un seul élément qui est commun à ces deux ensembles. Donc le cardinal de A inter B vaut 1. On retire 1 et nous trouvons donc bien 4. Ok? Donc on voit bien que sous cette forme-là, pour deux ensembles non disjoints, l'union de deux ensembles donne bien ceci. Ok? Maintenant que nous avons vu un peu plus en détail, d'une façon assez basique, un peu de théorie sur les ensembles, on va pouvoir attaquer directement les quelques propriétés des probabilités. Alors comme je l'avais mentionné au début de la vidéo, la probabilité de oméga est toujours égale à 1. Étant donné que oméga représente tous les résultats possibles de notre expérience, il est entendu clair que le résultat qui sortira de notre expérience probabiliste sera dans oméga, et donc oméga se passe dans tous les cas. Par ailleurs, la probabilité de l'ensemble vide, elle, vaut 0. Alors pourquoi l'ensemble vide? N'oubliez pas que c'est un ensemble qui n'est constitué justement de rien, il est vide. Et donc, à la suite d'une expérience, on a toujours forcément un résultat, on a toujours forcément une chose qui se passe à la suite d'une expérience, et donc la probabilité qu'il ne se passe rien est nulle. Si je jette un dé, la probabilité qu'il ne se passe rien eh bien, est nulle, étant donné que forcément mon dé va me donner une valeur entre 1 et 6. Ok? Et donc, si A et B sont deux ensembles complémentaires compris dans oméga, c'est quoi deux ensembles complémentaires? Alors deux ensembles complémentaires sont deux ensembles justement qui n'ont aucun élément en commun. Mais c'est beaucoup plus, comment je pourrais dire, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que si par exemple A, donc on va dessiner oméga, donc si on va dire que tout ceci est oméga, ok? Si je nomme cette partie-ci A, eh bien le complémentaire de A, c'est tous les éléments de oméga qui ne sont pas dans A. Donc le complémentaire de A, eh bien cette partie-ci. Comment est-ce que nous pourrions voir la chose d'une façon différente si nous raisonnons en termes directement de résultats? Imaginez que je prends une expérience probabiliste qui est de jeter encore une fois un dé et que j'appelle A l'événement qui est d'obtenir un 2. Eh bien, tous les événements
qui ne sont pas donc, dans l'événement que je cherche, hein, qui est d'obtenir un 2, serait l'événement d'obtenir un 1, d'obtenir un 3, d'obtenir un 4, un 5 ou un 6. Et donc, je vais écrire un peu plus les choses, ce sera peut-être un peu plus visuel. On est d'accord que dans le cas d'un dé, donc exemple avec un dé, dans notre cas, si je jette un dé, oméga, comme on l'a vu, vaut 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. J'appelle l'événement A qui est obtenir un 2. Donc A, je veux obtenir un 2. Quel est le complémentaire de A? Eh bien, ce sont tous les événements ou tous les résultats qui sont dans oméga, mais qui ne sont pas dans A. Et donc, le complémentaire de A, que l'on note soit avec une barre, soit avec un petit c en indice, est égal donc à tous les éléments qui sont dans oméga, mais qui ne sont pas dans A. C'est-à-dire 1, 3, 4, 5 et 6. Et donc, il est assez clair que l'on voit que si l'on fait l'union de A et du complémentaire de A, on obtient bien oméga. Ça, c'est une propriété qui est assez importante. Donc, si je fais l'union de A et de A complémentaire, on obtient bien l'ensemble oméga. On obtient bien toutes les possibilités possibles. Et donc, rappelez-vous, la probabilité d'obtenir oméga est égale à 1. Et donc, si j'explicite un peu plus cette relation qui est ici, donc une relation très très importante, la relation qui est là. Comment est-ce que là, cela pourrait se montrer? On sait que la probabilité d'oméga est égale à 1, mais on sait que oméga peut se réécrire comme l'union de A avec A complémentaire. Et on sait qu'étant donné que A et A complémentaire sont disjoints, on peut l'écrire tout de suite comme ceci. Voilà. Et donc, on sait que la probabilité d'oméga est égale à la probabilité de A plus la probabilité de A complémentaire. Et donc, il est assez évident que voir que cette relation-ci est vérifiée. Comme je l'ai indiqué en dessous, le complémentaire d'un ensemble, on le note soit avec une barre au-dessus de la lettre, soit avec un petit indice C pour dire complémentaire. On termine cette vidéo d'introduction sur les premières propriétés des probabilités par la formule de Laplace pour les probabilités. Donc cette formule nous dit quoi? Elle nous dit que si tous les résultats possibles d'une expérience sont équiprobables, alors la façon de calculer justement la probabilité d'un événement est de prendre le nombre de cas favorables qui nous intéressent, que l'on divise par le nombre de cas possibles. Et ça, vous le faites déjà d'une façon très naturelle dans la vie de tous les jours. Encore une fois, si je prends un jet de dés, si je prends le jet d'un dé, oméga vaut 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si j'appelle A est l'événement d'obtenir par exemple un 2, alors la probabilité de A est quoi? Alors, étant donné que vous êtes d'accord que dans l'ensemble oméga, tous mes résultats sont équiprobables. C'est-à-dire que quand je lance un dé, il n'y a pas de chiffre qui est favorisé par rapport à un autre. Il y a autant de chances d'obtenir un 1, autant de chances d'obtenir un 2, autant de chances d'obtenir un 3, etc., etc. Pour, bien sûr, que mon dé n'est pas truqué. Si j'ai un dé qui est parfaitement équilibré et qui est parfaitement symétrique, forcément, la probabilité d'obtenir un des 6 chiffres est équiprobable. Dans ce cas, la probabilité d'obtenir un 2, vous me le direz d'une façon assez naturelle, est égale au nombre de cas qui nous intéressent. En l'occurrence, ici, dans mon événement A, il n'y a que le 2, donc il n'y a qu'un élément. Donc j'ai un élément qui m'intéresse. Et le nombre de cas possibles, le nombre de cas qu'il y a dans oméga est 6. On a 6 valeurs possibles pour le dé. Et donc la probabilité d'obtenir un 2 est 1 sur 6. Et j'imagine que vous me l'aurez donné très naturellement avant même d'avoir vu cette vidéo, car c'est quelque chose qu'on manipule, on va dire, d'une façon assez naturelle dans la vie de tous les jours. De même, si je nomme par exemple B
et l'événement obtenir un chiffre pair après un lancer de dés, 2 dés. Eh bien, l'ensemble B est constitué de quoi? Alors, comme chiffre pair, nous avons le 2, nous avons le 4 et nous avons le 6. Ok, et donc, dans l'événement B, il y a 3 éléments. Et donc, la probabilité d'obtenir un chiffre pair est le nombre d'éléments qui nous intéresse, donc 3, divisé par le nombre d'éléments total, donc oméga, qui est égal à 6. Et on voit que nous avons donc une chance sur 2 d'avoir un chiffre pair après un lancer de dés. Nous pouvons faire la même chose, par exemple, avec un pile ou face, un jet d'une pièce. Alors la probabilité d'obtenir pile ou d'obtenir face, étant donné que si la pièce est parfaitement équilibrée et qu'elle est non truquée, il y a autant de chances d'avoir pile que d'avoir face. Et donc, dans le cas d'une pièce, oméga vaut 2. Il y a 2 possibilités possibles après le lancer d'une pièce. Donc, soit obtenir pile, soit obtenir face. Donc, oméga vaut 2. Si on s'intéresse à la probabilité d'obtenir, par exemple, face, il y a donc un élément qui nous intéresse dans l'ensemble. Cet élément, on le divise par le nombre d'éléments totaux qu'il y a dans oméga, c'est-à-dire 2. Et donc, la probabilité d'obtenir face est égale à 1,5, tout comme d'ailleurs la probabilité d'obtenir pile est égale à 1,5. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus aidé sur, on va dire, vraiment les fondements et le basique de la théorie des probabilités. Dans les prochaines vidéos, nous verrons les probabilités conditionnelles, nous verrons l'indépendance, et nous verrons un certain nombre d'exemples qui pourraient nous aider à illustrer justement ce petit bout de théorie que nous aurons vu ensemble pour le mettre en application. J'espère que donc cette vidéo vous aura bien aidé. Si vous avez une remarque, une question, posez-la directement dans l'espace commentaire ou sur la page du groupe Sciences Fonction. On y répondra au plus vite. Merci.